Imaginez un instant. On vous donne les clés d'une Lamborghini, la toute neuve. C'est le rêve, non? Ah oui, clairement. Sauf qu'il y a un petit hic. Vous n'avez jamais conduit de voiture avec une boîte manuelle. D'accord, je vois le problème arriver. Le résultat est presque inévitable. On s'installe, on appuie à fond et on finit dans le décor. C'est une image parfaite. Eh bien, se lancer dans une perte de poids ultra rapide, c'est exactement la même chose. C'est une erreur de pilotage qui mène quasi systématiquement à l'accident. Oui. Alors, la question qu'on va se poser est simple. Quels sont les dangers qui se cachent derrière cette promesse d'une silhouette transformée en un temps record? Pourquoi cette approche est si souvent vouée à l'échec? C'est vraiment la question essentielle. Parce que l'accident, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une quasi-certitude biologique en fait. Ah oui, Notre corps est programmé pour réagir très violemment à ce qu'il voit comme une menace. Et une perte de poids drastique, pour lui, c'est une famine. d'accord. Donc pour bien comprendre cette mécanique, on va structurer notre analyse en 3 temps. D'abord, on va décortiquer le risque le plus connu, l'effet crash et la reprise de poids Le fulgurante. fameux effet yo-yo. Exactement. Ensuite, on regardera les dégâts physiques, surtout la perte de muscles et les déséquilibres hormonaux. Et enfin, on abordera les conséquences psychologiques qui sont souvent sous-estimées. La relation avec la nourriture, j'imagine. C'est ça, une relation qui peut devenir très troublée. Et juste avant d'aller plus loin, il est indispensable de rappeler une chose. Cette discussion est à but éducatif uniquement. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Il faut toujours consulter un médecin ou un spécialiste pour des conseils personnalisés. Le message est très clair. Alors commençons par ce piège, l'effet crash. C'est ce sentiment incroyablement frustrant. On fait d'énormes sacrifices et on voit tous les efforts anéantis en quelques semaines. C'est extrêmement démoralisant. Et ça nous fait douter de nos propres capacités. On se dit, je n'ai aucune volonté, c'est ma faute. Et c'est là qu'est la première erreur. Ce n'est absolument pas une question de volonté. Le mécanisme est fascinant d'un point de vue biologique. C'est-à-dire? Quand le corps subit une perte de poids très très rapide, il ne fait pas la différence entre un régime qu'on a choisi et une vraie famine. Pour lui, le signal est le même. Danger de mort imminent. C'est tout à fait ça. Il active un protocole de survie qui est gravé dans nos gènes. En réponse, le cerveau déclenche ce que les chercheurs appellent une fatigue de régime. La fatigue de régime. D'accord. C'est une stratégie de survie en fait. D'abord, le métabolisme ralentit. Vraiment, il ralentit en flèche pour économiser la moindre calorie. Le corps devient super économe. Exactement. Ensuite, les hormones de la faim, elles explosent. La faim devient intense, obsédante. Et troisièmement, l'envie de bouger, de dépenser de l'énergie, elle diminue. Le corps nous dit juste reste tranquille et mange. C'est ça. Le message, c'est mange le plus possible et conserve ton énergie. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance contre notre propre biologie en fait. On ne peut pas lutter, non. Et la conséquence de ça, elle est implacable. Une fois que la restriction est terminée, le retour à une alimentation normale, ça se transforme souvent en suralimentation. On perd le contrôle. Voilà. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une réponse physiologique très puissante. Du coup, le poids revient à toute vitesse et souvent, on en gagne même plus qu'avant. Ah oui, Oui, le corps a été traumatisé. Il se met à faire des réserves de graisse en prévision de la prochaine crise. Il se dit on ne m'y reprendra plus. d'accord. Donc en voulant aller trop vite, on met notre corps en panique, ce qui garantit presque une reprise de poids. C'est l'effet visible. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Au niveau des muscles, par exemple? C'est là qu'on touche au cœur du problème. Parce que quand on veut perdre du poids, le but c'est de perdre du gras, pas du muscle. Bien sûr. Or, un déficit calorique extrême, ça brouille complètement les pistes pour le corps. Donc si je reprends l'image de la Lamborghini, c'est comme si pour l'alléger, on enlevait des pièces du moteur. Elle est plus légère, mais elle s'autodétruit. L'analogie est parfaite. Les sources parlent de cannibalisme musculaire. Le terme est un peu violent, mais il est juste. Le corps se mange lui-même. En quelque sorte, oui. S'il est crivé d'énergie de manière trop brutale, il va chercher du carburant là où il peut. Et le tissu musculaire, pour lui, c'est une source de secours facile d'accès. Et donc on risque de finir avec une apparence émaciée, comme le disent les sources. Exactement, surtout sans un entraînement adapté. L'exemple extrême qui est cité, c'est l'acteur Christian Bale dans The Machinist. C'est un cas extrême bien sûr, mais l'image est très parlante. Tout à fait. Et ce processus de destruction musculaire, il est accéléré par une autre erreur très fréquente. Laquelle? La réduction drastique des lipides, les graisses alimentaires. C'est un point un peu technique, mais il est vital. On a longtemps diabolisé les graisses, mais elles sont essentielles. D'accord.
Descendre sous un certain seuil, que les études fixent autour de 0,7 g par kilo de poids de corps, ça perturbe tout l'équilibre hormonal. Attendez, ça veut dire que ce qu'on mange, pas juste la quantité, a un impact direct sur notre humeur, notre sommeil? Absolument. On pense juste en termes de calories, mais en fait, on joue avec le tableau de bord central de notre corps. Les hormones, elles régulent tout. Tout. La faim, la satiété, l'humeur, la qualité du sommeil, le stress et surtout la capacité du corps à conserver sa masse musculaire. Si on casse ce système, on perd le contrôle. Et au quotidien, concrètement, ça donne quoi ce dérèglement cyclique? C'est une cascade de symptômes. D'abord, une faim permanente, même juste après avoir mangé. On se sent vaseux, groggy, avec un brouillard mental constant. Difficile de se concentrer. Très. Le sommeil devient de mauvaise qualité, pas du tout réparateur. Le niveau de cortisol, l'hormone du stress, il augmente. On devient plus irritable, plus anxieux. Et le risque de blessure augmente aussi. Oui, et le système immunitaire est affaibli. On récupère beaucoup plus lentement. En bref, on affaiblit son propre système en pensant lui faire du bien. C'est assez effrayant en fait. Donc on a vu le crash sur la balance, les dégâts sous le capot, mais il y a un dernier péril, peut-être le plus silencieux, l'impact psychologique. C'est un aspect fondamental. Et pourtant, la plupart des programmes de perte de poids l'ignorent complètement. Un régime crash peut laisser des séquelles psychologiques très profondes, des cicatrices invisibles. Et c'est un point crucial, parce que ça peut saboter toutes les tentatives futures. Si on commence à avoir peur de la nourriture, chaque repas devient une source de stress. C'est tout à fait ça. Pour reprendre l'analogie, après l'accident, on n'a plus peur de la vitesse, on a peur de la Lamborghini elle-même. La nourriture devient un ennemi. Ah oui, je vois. Les sources sont très claires là-dessus. Ces régimes peuvent entraîner une mauvaise relation durable avec la nourriture. On entre dans une logique de bons et de mauvais aliments, de culpabilité, de punition. C'est épuisant mentalement. Et d'où vient cette tendance à vouloir aller si vite alors que tous les signaux sont au rouge? Ce qui est intéressant, c'est que les sources identifient la racine du problème, non pas comme un manque de discipline, mais comme l'impatience et l'ambition immature. L'ambition immature. Oui, c'est cette volonté de vouloir des résultats immédiats, le fameux tout de suite, sans chercher à comprendre le processus biologique et psychologique qui est en jeu. C'est une course contre soi-même, finalement. Une course qui est perdue d'avance. Et le pire, c'est le cercle vicieux que ça crée. Chaque échec renforce l'idée fausse que les régimes ne marchent pas pour moi. Alors que c'est la méthode qui est mauvaise. Exactement. Ce n'est jamais la personne qui a échoué. C'est la méthode qui était défaillante dès le départ. Et ce cycle érode la confiance en soi à chaque fois. Bon, le tableau est assez sombre, mais nécessaire. Alors, maintenant, la question, c'est comment on évite ces pièges? Passons à l'application pratique. Il y a bien une manière de faire les choses intelligemment. Oui, et c'est la partie la plus importante. La toute première étape, c'est de définir une vitesse limite raisonnable, comme sur l'autoroute. Il faut calculer un objectif réaliste. D'accord? Pour une personne qui débute, les sources recommandent de viser une perte de 0,5% de son poids corporel total par semaine. Pas plus. Donc, pour une personne de 100 kilos, ça fait 500 grammes par semaine. Ça peut sembler très lent pour quelqu'un d'impatient. Ça peut sembler lent, mais c'est la seule vitesse qui soit durable et saine. C'est la vitesse qui permet au corps et à l'esprit de s'adapter sans paniquer. Et pour quelqu'un de plus avancé, On peut monter à un maximum de 1% par semaine, mais c'est vraiment la limite haute. Aller au-delà, c'est entrer consciemment dans la zone de danger. d'accord. Étape 1, respecter la limitation de vitesse. La deuxième étape, j'imagine, est liée aux hormones. Oui, l'étape 2, protéger son système hormonal. Le plus simple, c'est de surveiller son apport en lipides. Il faut s'assurer de ne jamais descendre sous le seuil critique de 0,7 g par kilo de poids de corps. 0,7 grammes par kilo. C'est une règle simple et chiffrée. Oui, pour une personne de 80 kg, ça veut dire ne jamais consommer moins de 56 grammes de bonne graisse par jour. C'est un garde-fou essentiel. Très clair. Et la troisième étape, j'imagine, est plus d'ordre psychologique. C'est exactement ça. Il faut intégrer cette idée qu'il n'y a, et je cite, aucun point bonus à souffrir davantage ou à aller plus vite. Ce n'est pas un concours. Le vrai but, c'est la durabilité. L'impatience est l'ennemi. J'aime beaucoup cette idée. Mais que faire quand la frustration monte? Inévitablement, il y a des semaines où la balance ne bouge pas. Comment on gère ça? C'est une excellente question, parce que cet obstacle arrive toujours. Si on sent la frustration monter, il faut se rappeler consciemment l'analogie du début. La Lamborghini,
Exactement. En allant lentement, on n'est pas en train d'échouer. Au contraire, on est en train d'apprendre à conduire correctement pour arriver à destination en sécurité et pour de bon. Ralentir, c'est un acte d'intelligence. C'est une perspective très puissante. Faisons un petit résumé pour que tout soit bien clair. Une perte de poids trop rapide est donc contre-productive pour 3 raisons. Premièrement, ça déclenche une réponse de famine qui mène à une reprise de poids quasi certaine. L'effet yo-yo est biologiquement programmé, oui. Deuxièmement, on sacrifie du muscle et on perturbe les hormones, ce qui nous laisse épuisés et faibles. On se retrouve objectivement en moins bonne santé qu'au départ. Et troisièmement, ça risque de créer une relation malsaine avec la nourriture, transformant chaque repas en source d'anxiété. Absolument. Du coup, la prochaine fois qu'on envisage un changement, il y a une question simple à se poser. Est-ce que ma stratégie est basée sur la patience et la durabilité ou sur une ambition immature de tout vouloir tout de suite? La réponse à cette question détermine probablement tout. Très probablement, oui. C'est très clair. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, et si finalement, le véritable indicateur du succès, ce n'était pas la vitesse à laquelle les chiffres baissent sur la balance, mais plutôt le sentiment de contrôle, d'énergie et de bien-être qu'on construit patiemment jour